Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence débat sur le thème Le monde arabe 10 ans après les printemps. Comme vous le savez, notre ambition à travers ces conférences débats, c'est de vous apporter à domicile notre expertise terrain, de vous apporter toute la richesse de ce que nous proposons de vivre à nos voyageurs au cours de nos voyages culturels. À travers expertise et rencontres, nous vous emmenons de l'autre côté du miroir pour mieux comprendre les réalités politiques, économiques, sociales, religieuses et géopolitiques. Et vous êtes nombreux à être passionnés par ces conférences débats que nous avons lancées il y a une quinzaine de jours. Vous êtes plus de 850 à nous avoir suivis et ce soir, vous êtes plus de 130 en direct. Historiquement, plus de 50% des voyages d'Ictus Voyage sont à destination du Moyen-Orient. Et je sais combien vous êtes nombreux à être passionnés par cette région du monde, berceau de la civilisation chrétienne. Alors ce soir, nous allons parcourir une décennie de bouleversements et de tragédies qui ont façonné ou refaçonné le monde arabe. Tout commence en Tunisie le 17 décembre 2010 avec l'immolation par le feu à Sidi Bouzid d'un jeune vendeur ambulant. Cet événement va déclencher une révolution dans une dizaine de pays, Égypte, Syrie, Bahreïn, Yémen, Maroc, Libye, Jordanie et quelques autres. Les peuples aspirent à la liberté, ils aspirent à un meilleur niveau de vie et ils revendiquent la fin de la corruption d'État. En quelques mois, plusieurs présidents de pays pourtant tenus d'une main de fer vont vaciller et vont être renversés. Ben Ali en Tunisie le 14 janvier 2011. Hosni Moubarak en Égypte le 11 février. Le président Kadhafi est assassiné le 20 octobre de cette même année. Et le 23 novembre, c'est le président du Yémen, Salmé, qui démissionne. En 2012, l'islamiste Morsi remporte les élections et un an plus tard, il est renversé par le général Al-Sisi. En octobre 2011, c'est le déclenchement de la guerre en Syrie. En décembre 2013, c'est au tour de l'Irak de basculer une nouvelle fois dans la guerre civile. Quelque temps plus tard, on assiste à l'émergence de l'État islamique et du terrorisme qui s'ensuit. Alors, en quelques années, le panorama du monde arabe a radicalement changé. Et dans ce contexte, on est en droit de se poser de nombreuses questions. Quels sont les rapports de force aujourd'hui dans cette région? Qu'en est-il de cette aspiration originelle à la démocratie et à la liberté dans tous ces pays? Quel rôle ont joué le pétrole et le gaz dans toutes ces guerres? Et quel avenir pour les chrétiens d'Orient dans cette région? Autant de questions auxquelles nos intervenants ce soir vont essayer d'apporter des réponses, des éclairages. Au préalable, permettez-moi de vous rappeler que ce soir, avec nous, vous participez à notre engagement de solidarité. Nous avons décidé de reverser 10% du prix du billet à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, association de droit pontifical qui, depuis des décennies, soutient les chrétiens de par le monde et particulièrement au Proche-Orient. Nous espérons, avec votre soutien, le 22 décembre, avoir atteint cet objectif de 3 000 € de dons que nous reversons à l'AED, évidemment, mais aussi à l'œuvre d'Orient, à l'association Achalayam, qui est une association d'inspiration salésienne qui, à Calcutta, au cœur de la Cité de la Joie, vient en aide aux enfants de la rue, à l'association Fratello, qui, en France, s'occupe des gens de la rue, à l'association du diocèse d'Alep, qui œuvre à la reconstruction de la ville, et à quelques autres associations. Avant de vous présenter nos intervenants, permettez-moi également de vous rappeler qu'au terme de cette conférence débat, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct. Pour cela, vous disposez d'un module sur l'application Zoom. En bas de votre écran, vous avez un module qui s'appelle Chat ou Converser selon les versions et vous pourrez poser vos questions et nos intervenants vous répondront en direct. Enfin, pour le confort visuel de cette conférence débat, je vous invite à cocher l'option en haut à droite dans le petit module qui s'appelle Affichage. Je vous invite à cocher l'option Intervenant actif.
Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, je vous présente tout d'abord Olivier Anne. Olivier Anne est islamologue, chercheur à l'université d'Aix-Marseille et il est auteur d'un livre remarqué et remarquable, Les seuils du Moyen-Orient, histoire des frontières et des territoires de l'Antiquité à nos jours, aux éditions du Rocher. Olivier Anne, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Je vous présente ensuite Antoine Basbous. Antoine est politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes et il a écrit un livre non moins remarqué, Le tsunami arabe. Antoine Basbous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, je suis là, je vous entends. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Ensuite, je suis heureux d'accueillir Frédéric Ponce, qui est journaliste, grand reporter et qui a écrit un livre remarquable, Le martyr des chrétiens d'Orient. Frédéric, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu nous entends? Je te vois arriver, voilà. Bienvenue Frédéric. Bonsoir Thierry, je suis là. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis, enfin, je suis très heureux et très honoré d'accueillir Monseigneur Michael Najib, qui est en direct avec nous de Mossoul. Alors, j'espère que ce soir, nous n'aurons pas de coupure de courant ou de Wi-Fi à Mossoul. Monseigneur Najib est archevêque chaldéen de Mossoul. Il a sauvé de la destruction islamiste des milliers de manuscrits anciens du couvent dominicain et de différents monastères. Mais il a surtout, comme il le dit lui-même, le souci de sauver les êtres humains. C'est ce qu'il relate dans le livre qu'il a écrit en 2007, Sauver les livres et les hommes aux éditions Grasset. Monseigneur Najib, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là parmi nous? Je suis là, Thierry. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monseigneur. Nous sommes Vous très m'entendez bien? heureux. Comment? Vous m'entendez bien? Nous vous entendons très bien. Nous vous voyons parfaitement. Parfait. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. C'est gentil, merci. J'ai envie de commencer cette conférence débat peut-être en vous interpellant, Antoine Basbous. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse en quelques minutes, l'exercice n'est pas facile, des printemps arabes, de ce qui s'est passé pendant cette décennie? Oui, bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. L'exercice n'est pas facile, mais je vais essayer de le faire de façon très synthétique. Nous avons assisté il y a une décennie à une vague de contestation qui a frappé plusieurs pays arabes, une dizaine au moins, qui, à mon sens, était justifiée et légitime parce que, notamment, la jeunesse avait ras-le-bol de ce qu'elle vivait dans des pays qui étaient privatisés au profit de leurs dirigeants, qu'ils soient républicains ou dictateurs. C'était des régimes dictatoriaux, il n'y avait pas d'horizon, le népotisme était là, des dirigeants qui gouvernaient depuis plus d'une quarantaine d'années et qui préparaient leurs enfants à leur succéder. Donc cette révolte, ce que j'ai appelé un tsunami, eh bien, c'était à mon sens légitime et justifié. La question qui s'était posée à l'époque et qui se pose parfois était encore aujourd'hui est la suivante: est-ce que ça a été manipulé? Est-ce que c'est un complot ourdi par l'étranger? Ma réponse était non. Elle est 10 ans après non. La Tunisie, un pays très proche de la France, rappelez-vous, notre ministre des Affaires étrangères disait au Parlement que nous allons aider le président Ben Ali à former sa gendarmerie pour, comment dirais-je, traiter les manifestants sans qu'il y ait trop de morts. Donc, la veille de sa chute, on pensait qu'il allait se maintenir. Donc, il n'y avait pas une main de l'étranger dans cette révolte. Idem pour l'Égypte, un pays extrêmement proche des Américains. Et là aussi, Obama a changé de pied 3 fois en une semaine parce qu'il ne voyait pas ce qui était arrivé. Il ne mesurait pas la portée de ce qui était en train d'arriver. Donc, pas de complotisme dans ces
tsunami dans ces révoltes. Alors, quelle a été la réaction des régimes? Il y en a eu en fait deux types de réactions à la vague qui a submergé ces pays. La première réaction, c'est d'esquiver cette révolte, ces revendications, en faisant des concessions. Est-ce que j'ai disparu là? Non, non, allez-y, Antoine, on vous entend. Nous avons Okay. à l'écran toutes les dates, les principales dates des printemps arabes. Ok. Voilà. Ok. Donc, en esquivant cette vague, il y a eu des pays qui étaient des pays pétroliers riches qui avaient les moyens d'acheter la paix sociale, de calmer le jeu, d'esquiver en quelque sorte les revendications. C'est le cas de l'Algérie. Il fallait être 10 ou 15 dans la rue pour réclamer des avantages et les avantages arrivaient. Et ça s'est passé également en Arabie. Le roi d'Arabie qui était hospitalisé aux États-Unis et qui est rentré après la chute de Moubarak, effaré que les Américains n'aient rien fait pour le soutenir, à l'arrivée à l'aéroport de Riyad, il a lâché 100 milliards de dollars pour acheter la paix sociale. Il y a aussi d'autres pays qui ne sont pas aussi riches, qui ne peuvent pas acheter la paix sociale. Ils ont fait des concessions politiques sans pour autant perdre de leur pouvoir. Par exemple, le Maroc, 17 jours après la mobilisation du 20 février, eh bien, le roi a fait un discours, il a lancé une commission pour réformer, ça a été adopté par un référendum, et puis un gouvernement issu des élections islamistes qui portait le chapeau des échecs et non plus le palais et son gouvernement. Donc, voilà un type de pays qui a fait des concessions qui n'ont pas altéré le pouvoir politique du palais. Idem pour la Jordanie. En revanche, il y a des pays qui ont affronté la contestation, à commencer par la Tunisie, une Tunisie qui avait l'héritage de Bourguiba, un héritage qui est positif parce qu'il a établi une constitution, un état de droit, même si c'était un pays, un régime autoritaire mais éclairé, il y avait des élites. Donc la Tunisie a succombé, le régime a succombé, et 10 ans après, il n'y a pas eu trop de violence, tout a été sous contrôle, tout reste sous contrôle. Il y a des traditions qui, bon an, mal an, continuent à se poursuivre. Le pays est aux abois sur le plan financier, sur le plan économique, parce que sa ressource principale, le tourisme, ne fonctionne plus, parce que les touristes ont déserté les plages tunisiennes. Et du coup, le pays est en grande difficulté et on ne peut pas construire une démocratie sans que les gens aient l'esprit démocratique et s'inscrivent dans cet esprit démocratique. Donc, c'est un pays qui n'a pas souffert autant que les autres des suites de tsunami arabe qu'il a frappé. Son voisin libyen, donc il a fallu là, en revanche, une intervention militaire étrangère dans laquelle la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient en première ligne. Et là, nous sommes en train d'assister à une guerre civile, non seulement civile, mais aussi régionale, voire internationale, puisque au moins la Russie, à travers Wagner, les mercenaires Wagner, la Turquie directement avec l'accord du régime de Tripoli, les Émirats arabes unis, l'Égypte, bref, il y a beaucoup d'intervenants qui sont sur place et on ne voit pas d'issue à cette guerre, une guerre du pétrole et du gaz, une guerre dans laquelle les tribus, les régions de ce pays qui est assez artificiel, parce qu'avant la monarchie, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce pays n'était pas un pays uni. Donc c'est l'agglomération de 3 régions qui ont été soudées pour qu'il y ait un seul État, mais Kadhafi, au bout de plus de 40 ans de règne, n'a pas laissé derrière lui ni constitution, ni institution, ni corps d'État. Passons à l'Égypte voisine.
eh bien là, les militaires étaient au pouvoir depuis 1952 et le coup d'État de Nasser. Eh bien, ils ont sifflé la fin de la partie de Moubarak parce qu'il, lui, voulait confier le pouvoir à son fils qui n'était pas militaire. Et au bout de, quand les généraux ont compris que la population n'allait pas rentrer dans l'ordre, eh bien, ils ont sifflé la fin de la partie. Ils ont dit au président, nous avons ouvert le pont du 6 ou 7 octobre, c'est-à-dire il a calculé les manifestants en marchant, en empruntant ce pont, allaient arriver au palais dans 20 minutes. Il a pris un hélicoptère, il est parti. La transition a été faite au profit d'un frère musulman pour absorber le choc et aussitôt élu, il a été un an après renversé par ces mêmes militaires qui ont repris le pouvoir et qui le contrôlent de façon très, très autoritaire. Il reste encore quelques États qui ont connu cette tsunami. La Syrie. La Syrie, évidemment, c'est un régime héréditaire que les Assad ont installé, alors qu'ils sont une minorité, les Alaouites. C'est un régime qui a instauré une quinzaine de services de renseignement pour pouvoir contrôler, verrouiller le pays, parce que Assad savait qu'il est minoritaire, qu'il n'est pas légitime et que la majorité ne veut pas de lui. Et donc, il a pris les devants, il a verrouillé le régime pour qu'il puisse, comment dirais-je, se maintenir ainsi que sa descendance. Eh bien, le régime syrien aujourd'hui, il est réellement aux abois, avec notamment les sanctions américaines qui viennent de tomber il n'y a pas très longtemps, mais auparavant, la guerre l'a achevé. Il n'a plus accès à ses ressources en hydrocarbures qui sont entre les mains des Kurdes protégés par les Américains. Ce régime qui a été sauvé en 2012 par une intervention militaire du Hezbollah, puis par les pasdaran iraniens, puis par une internationale djihadiste chiite organisée par les Iraniens, en 2015, le régime allait tomber. Et c'est là que le général Soleimani, qui a été assassiné par les Américains en début de cette année, s'est rendu à Moscou. Il a rencontré Poutine et il lui a dit « Nous assurons le rôle des fantassins et vous, nous avons besoin de vous pour l'aviation, pour contrôler les airs. » Et c'est ainsi que les Russes sont arrivés en Syrie avec une deuxième base aérienne à Latakié qui suit la base originelle de Tartous. Et donc, les Russes ont sauvé avec les Iraniens le régime Assad, mais en même temps, ils ont une partie entre leurs mains, mais l'autre, il y a une partie qui vaut à peu près 17% du territoire qui est entre les mains des Turcs. Il y a les Kurdes qui contrôlent le quart à peu près du pays. Bref, c'est un État qui est par terre, un président qui joue tout simplement au baron de guerre et qui est totalement désargenté. Donc, merci. Il reste... Oui, je vais faire très court pour la Libye et tirer pour le Yémen et tirer quelques conclusions. Alors, le Yémen, ingouvernable, le président Ali Abdallah Saleh a été, après avoir quitté le pouvoir, il a été assassiné. Le Yémen aujourd'hui est un théâtre d'un conflit entre l'Iran et l'Arabie et leurs alliés. Donc, c'est le pays le plus pauvre du monde arabe, peut-être du monde encore, et je ne vois pas d'issue à tout cela. Donc, aujourd'hui, quelle conclusion peut-on tirer? Il y a des pays qui avertis, qui ont soit acheté la paix sociale avec les moyens, soit fait des concessions pour se maintenir. Il y a en même temps les pays arabes qui ne sont plus audibles aujourd'hui. La Ligue arabe est morte, mais on n'a pas encore vu publier le faire-part. Donc, les États arabes sont aujourd'hui satellisés par 3 puissances régionales, Israël, la Turquie et l'Iran. Il n'y a plus de leadership arabe, il n'y a plus de Nasser, il n'y a plus un roi d'Arabie qui mène derrière lui un consensus. Même Arafat, il n'y a plus d'Arafat ni de Saddam Hussein. Donc, ce monde arabe est aujourd'hui satellisé par des puissances non arabes. Frédéric, bon, je crois que vous vouliez réagir. Oui, simplement. Alors évidemment, je partage les grandes lignes de ce qu'a dit Antoine, ce panorama à la fois très rapide et très complet en même temps.
Il a dit à un moment, il n'y a pas eu de complot, le complotisme international. Alors, c'est vrai, il n'y a pas eu de complot, en tout cas dans certains pays, mais je suis frappé avec le recul de voir que, à partir de 2010-2011, que la plupart de ces pays qui sont entrés dans des guerres, des violences épouvantables, ont tous subi une intervention étrangère pour aller vite, très vite. La Libye, par exemple, la France, la Grande-Bretagne, avec un peu les États-Unis, ont participé au renversement et à l'assassinat de Kadhafi. En Égypte, les Américains ont soutenu les frères musulmans contre le régime qui était en place. Ils l'ont regretté après. C'est vrai, et Antoine Basbous l'a très bien dit, qu'ils ont changé de position, mais c'est très clair. En Syrie, on sait le jeu déstabilisateur de la Turquie, de l'Arabie saoudite, et puis après, l'intervention de l'Iran et de la Russie, des acteurs extérieurs, et ainsi de suite. Beaucoup de pays, finalement, avaient des causes endogènes de révolution ou de printemps, mais ont subi aussi des interventions étrangères qui ont sans doute aggravé ou entretenu ces violences et ces guerres internes. Alors justement, peut-être Olivier, je voulais aller dans le sens de Frédéric. On a beaucoup parlé du discours d'Obama au Caire en 2009. On sait que les États-Unis ont financé des think tanks avant. Est-ce que les États-Unis, qui s'inscrivent dans cette logique du plan Kissinger, de vouloir balkaniser le monde arabe, est-ce que ça peut être une source, une raison de ce printemps? Et puis, une fois que le printemps arabe démarre, Olivier, quels sont les acteurs qui ont soufflé sur les braises? On sait qu'en Égypte, les frères musulmans, très tôt, s'impliquent dans les manifestations. Ils ont été à la manœuvre derrière. Alors, d'abord, concernant les États-Unis, avant d'être les acteurs d'un machiavélisme au Moyen-Orient, comme on peut souvent les accuser, il y a toute une série d'erreurs d'interprétation, notamment lorsque dans les manifestations, on voyait des drapeaux, on voyait des demandes de la dignité, le karama, on veut la dignité, la dignité. Les États-Unis, comme bons occidentaux, on fait une équation. La dignité, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie. Or, comme l'a expliqué M. Basbous juste avant, finalement, avant d'être une réclamation pour les droits de l'homme, c'était une réclamation pour la dignité de l'homme, du père de famille, la dignité du travail. Et au départ, on est finalement sur des causalités qui sont économiques et sociales, puisque le monde du Moyen-Orient a été bouleversé par la crise économique de 2007-2008. Le Moyen-Orient et notamment la Syrie avaient été de bons élèves de la mondialisation économique. Et lorsque celle-ci implose en 2007-2008, on a un effondrement économique et social. À partir de là, les régimes mettent en place une répression féroce et les revendications deviennent politiques. Et les Américains ont mal compris finalement ces revendications qui s'exprimaient et ont cru qu'il y avait là un mouvement en faveur d'une démocratie qu'on a pu à un moment croire ou penser qu'il s'agissait d'une démocratie verte, musulmane mais démocratique quand même. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé faire dans tout l'est de la Méditerranée des élections qui, la plupart du temps, ont été des élections réellement libres, que ce soit en Libye, en Tunisie, en Égypte. Lorsqu'en Égypte, le président Morsi, le candidat frère musulman, est élu, il est élu à peu près démocratiquement. Parce que les Américains ont fait de toute évidence une multitude d'erreurs d'analyse de la situation. Et à partir du moment où les frères musulmans prennent le pouvoir, soit directement, soit en partage de gouvernement, les Américains, évidemment, comprennent au bout d'un an leurs erreurs. Et l'autre pays qui a beaucoup joué dans ces victoires des frères musulmans, en profitant des erreurs d'analyse américaines, c'est le Qatar. Le Qatar qui, même si la dynastie elle-même n'adhère pas à l'idéologie des frères musulmans, la dynastie a soutenu les frères partout où elle pouvait, notamment à travers les images d'Al Jazeera, puisque nos journalistes français n'étant pas toujours les meilleurs qui soient, ils ont repris les images des manifestations d'Al Jazeera, qui étaient propulsées par le Qatar, qui avait tout intérêt à faciliter la montée en puissance médiatique et politique des frères au Moyen-Orient, parce que le jeu sur les frères musulmans
est un jeu qu'utilise le Qatar dans son opposition ou dans sa concurrence avec l'Arabie saoudite. Donc, je ne pense pas à un machiavélisme américain, mais à une multitude d'erreurs d'analyse. On peut faire la même chose, on peut voir la même chose vis-à-vis de la tentative de putsch en Turquie en juillet 2016. On a parfois dit les Américains ont organisé le putsch. Non, non, il n'y a pas de preuve, j'ai envie de dire, directe. On peut toujours imaginer des tas de choses. Mais en tout cas, ce qui est absolument sûr et certain, c'est que l'armée américaine et l'armée turque étant tellement liées depuis 50 ans, enfin depuis 49, depuis la création de l'OTAN, on a du mal à imaginer que l'armée américaine ne pouvait pas ne pas être au courant au moins de ce qui se tramait. Mais les Américains ont laissé faire, espérant peut-être un renversement, non pas par eux, mais par l'armée d'Erdogan. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, je ne pense pas, de machiavélisme américain, mais il y a des erreurs de stratégie, il y a des erreurs d'appréciation, d'ailleurs comme la France. Alors, merci. Je voudrais interpeller Monseigneur Najib, mais je ne le vois plus à l'écran. Alors, peut-être, je ne sais pas si Monseigneur, vous nous entendez. Ah, vous voilà. Je suis là. Je vous écoute attentivement. J'aimerais vous interpeller, vous qui êtes arabe, qui avez vécu ça de l'intérieur, revenir sur les aspirations profondes des peuples arabes au cours au début de ces révolutions. Pour vous, quelle est cette aspiration profonde que vous avez observée, dont vous avez été témoin? En fait, durant toutes ces années, 2 décennies à peu près, j'ai vécu beaucoup de troubles dans ce pays qui est la Mésopotamie, le pays entre des fleuves. Mais je vois de plus en plus, au lieu de fleuves, je vois des bains de sang, malheureusement. Un tiraillement énorme entre les tribus, entre les politiciens, entre les religieux et les religions. Et tous ces troubles, justement, avec le printemps arabe, on espérait énormément que ce vent positif qu'allait toucher l'Orient en entier pour porter quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, c'était tout au contraire. Et on attend toujours le printemps, mais le printemps n'a jamais arrivé. C'est toujours, on est en train de geler de froid et de tiraillement, et puis de pauvreté, et puis d'agression très souvent. Et depuis la chute de Saddam Hussein, comme vous le savez, en 2003, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment un seul mois de calme. Jamais. Et depuis 2003-2004, les Américains, comme vous le savez, sont venus en sauveur pour sauver le peuple irakien et tout le monde applaudissait bien sûr, mais ça n'a pas duré à peine 6 mois et les gens se sont rendus compte que ces gens-là n'ont pas été là pour sauver le peuple, mais pour mettre le désordre et le trouble. Et beaucoup de gens croyaient que la démocratie, ce serait un moyen pour sauver ce peuple, justement. Et beaucoup de gens n'avaient pas entendu ce que c'est la démocratie. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et un des jeunes, qu'on lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Il dit, bah, c'est bien, c'est tous les 4 ans, il y a le pillage. Donc, c'est ça la démocratie. Chacun fait comme il veut, l'un tue l'autre, puis et alors, aujourd'hui, on vit dans ce qui est dans l'Orient, et puis on n'a pas encore arrivé au bord pour vivre la paix. Les gens qui sont là n'ont jamais fait quoi que ce soit de positif depuis la chute de Saddam. Et il y a même des gens qui commencent à rire et ricaner et dire, vous voyez, Saddam n'est plus là, mais qu'est-ce que vous avez fait mieux que Saddam? Vous êtes pire que Saddam. Un seul Saddam est parti, mais il y a des centaines à sa place qui sont venus, y compris les chiites, aujourd'hui, regrettent le départ de Saddam. Donc, ce n'est pas parce qu'il était un ange gardien, mais parce qu'aujourd'hui, c'est pire. Bien sûr, et dans ce pays-là, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 1 mètre carré où on peut vivre la paix, sauf dans le Kurdistan irakien. Monseigneur, vous avez parlé du printemps arabe qui est devenu un hiver islamiste.
Comment expliquer ça, Antoine Basbous? Comment expliquer que cette aspiration à la liberté a abouti dans beaucoup de ces pays à un islamisme, à un autre enfermement, j'allais dire? D'abord, quand il y avait des régimes autoritaires, ils avaient empêché toute expression démocratique. Il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait que des partis satellisés, il n'y avait pas de presse libre et indépendante. Donc, qu'est-ce qui pouvait s'émanciper pendant ces années de plomb? C'était les islamistes, parce que eux, on ne peut pas les empêcher d'aller à la mosquée, d'aller prier. Ils avaient des œuvres, ils avaient des amicales, et ils étaient aussi visibles dans les mosquées, mais aussi ils avaient des organisations souterraines. Donc, que les régimes avaient minimisé la portée, et en même temps, parfois, ils nouaient des alliances ou des accords momentanés avec ces islamistes. Et dès lors que la révolte a éclaté, que les régimes sont tombés, eh bien, les jeunes, ceux qui ont mené cette révolte, eh bien, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Ils étaient jeunes, ils manipulaient, ils maîtrisaient l'outil Internet, les réseaux sociaux, mais ils n'avaient pas de racines dans le pays profond. C'était des élites en quelque sorte libérales des grandes villes et n'ont pas du tout, ils n'ont pas de racines à l'intérieur du pays. C'était facile que les islamistes qui n'attendaient que ça de sauter sur l'occasion et de contrôler le pays. Mais on n'a pas le droit de ne pas respecter l'aspiration justifiée, légitime des peuples à la liberté, au respect. Ils ont envie d'être des gens comme les autres, comme le monde en Occident, qu'ils aient des droits, qu'il y ait des droits reconnus, qu'ils ne soient pas matraqués par les militaires. Il faut respecter cette aspiration. Que ceci ait débouché plus tard sur des régimes troublés et des interventions étrangères, c'est une suite parce que la révolution n'a pas réussi et que ces régimes enracinés ne voulaient rien lâcher. Il n'y a que Ben Ali qui s'est enfui, Kadhafi est mort sur place. D'ailleurs, la Libye s'est soulevée avant que les Occidentaux ne viennent au secours de l'opposition. Les Occidentaux sont venus après que les Libyens se soient soulevés et que Kadhafi les a qualifiés de rats et qu'il voulait les exterminer. Donc voilà, il faut placer dans le timing les choses. Il y a une aspiration légitime qui a échoué et les interventions étrangères sont intervenues plus tard. Alors, ces aspirations légitimes ont abouti quand même à 4 guerres civiles, Libye, Syrie, Irak, Yémen. 3 pays, Tunisie, Maroc, Égypte, ont eu des élections libres, comme vous le soulignez, Oliviane, et ont abouti à des mouvements, à des partis islamistes. Une réalité douloureuse quand même pour tous ces pays-là. Vous avez parlé d'influence étrangère, j'invite de t'interpeller, Frédéric Pons. Dans ce contexte-là, en termes de rapport de force, d'influence étrangère, qui sort gagnant de cette grande redistribution des cartes? Je crois qu'il y a surtout des perdants. Les perdants sont les pays arabes eux-mêmes, mis à part quelques-uns qui ne s'en sont pas sortis, et les qui s'en sont sortis un peu mieux grâce à leur richesse naturelle. Et là, il faut peut-être quand même préciser que ce monde arabe dont on parle, c'est en gros 22 pays, c'est 420 millions d'habitants, mais on ne peut pas les prendre comme une masse. Sur ces 420 millions d'habitants arabes, on en a à peu près 50 ou 52 millions qui s'en sortent à peu près bien. C'est le Qatar, les Émirats, c'est les États de la Ligue arabe le long du golfe Persique parce qu'ils ont du pétrole et du gaz. Et dans l'ordre, si vous voulez, de richesse, on a le Qatar, les Émirats, le Koweït, le Bahreïn et l'Arabie. Tout ça ne fait que 50 millions d'habitants. Les autres, c'est-à-dire 370 millions, n'ont connu que des violences, la misère et des régimes qui n'ont pas su les protéger et les nourrir. Alors, la plupart des autres pays sont donc perdants, on peut le dire. Et pour les étrangers,
qui sort vraiment gagnant? On a constaté avec les interventions d'Antoine et d'Olivier que les États-Unis se sont beaucoup trompés. La France, et bon, la Grande-Bretagne, on n'en parle pas, on n'en parle plus, mais la France a essayé, tant bien que mal, de peser, aussi bien en Libye qu'en Égypte un peu et au Liban. Le bilan n'est pas fameux, malgré des tentatives politiques réelles. Mais la France n'est forte que de ses petits moyens. C'est une moyenne puissance et tout le monde attend là-bas ce que fera le nouveau président américain Biden. Et donc, à partir de là, on verra si une nouvelle politique américaine se met en place et si les Américains reprennent un peu pied là-bas. Un des grands gagnants, mais dans un seul endroit finalement, même si ça rayonne tout autour du Moyen-Orient, on pourrait dire que c'est la Russie. La Russie de Vladimir Poutine a su, en soutenant Bachar el-Assad, sauver un régime ami, et à partir de là, a su parler, continuer à parler, en fait, à toutes les autres puissances, aussi bien à l'Arabie saoudite, ennemie de Bachar el-Assad, qu'à l'Iran, ami de Bachar. La Russie est très présente en Syrie et elle contient d'une certaine façon la Turquie. Et la Russie parle avec Israël aussi. Donc s'il fallait de façon peut-être rapide, un peu trop journalistique, je l'avoue, décerner un titre de vainqueur, je vois pour l'instant essentiellement la Russie. Israël et les autres pays arabes riches, comme l'Arabie saoudite, sont en situation d'extrême vulnérabilité, d'où leurs initiatives diplomatiques un peu paradoxales de se rapprocher contre l'ennemi commun qui est l'Iran. Mais ces pays ne sont pas sortis encore de l'auberge. Alors justement, Olivier, est-ce que Israël n'est quand même pas un des gagnants? On les a vus très silencieux au début de ces mouvements, se faisant très très discrets. Est-ce que finalement, ils n'ont pas déroulé leur partition, évidemment, à leur avantage? Oui, alors pour moi, Israël, c'est vraiment le pays qui, entre guillemets, se sort le mieux de ces situations. Parce que Israël ayant une tradition, quoi qu'on en dise, réellement démocratique, au moins en interne, les mécontentements sociaux qui ont pu exploser dans les pays arabes ont pu, en fait, non pas exploser, mais s'exprimer dans un cadre démocratique continu en Israël. Donc, aux mêmes causes, pas les mêmes effets grâce au système propre à Israël. En outre, finalement, Israël a vu ses ennemis s'affaiblir au fur et à mesure. La Syrie exsangue. Israël a tout fait pour toujours négocier, notamment avec la Russie, pour éviter que l'Iran ne rapproche trop ses missiles de la frontière du Golan. Donc Israël a réussi à contenir la pression iranienne sur ses frontières, a réussi à laisser s'affaiblir la Syrie de Bachar el-Assad. Lorsque le président Morsi a été élu en Égypte, ça a fait une poussée de crainte en Israël parce que Morsi s'était vraiment rapproché du Hamas ainsi que du Hezbollah et son départ était vraiment une bonne chose. Et là, il faut le mettre au comptant de Benjamin Netanyahou, dont on ne cesse de moquer la politique en France. N'oublions jamais que la diplomatie de Netanyahou est un énorme succès. Il a réussi en quelques années ce que personne n'a réussi à faire en 50 ans. C'est-à-dire que le monde arabe est complètement brisé dans son unité face à Israël. C'est-à-dire la lutte contre Israël, sans parler d'éradiquer Israël, mais en tout cas l'ostracisme autour d'Israël qui avait été mis en place par le monde arabe pendant 50 ans, cet ostracisme s'est effondré. Vous avez le Soudan qui avait toujours été à la manœuvre contre Israël. Le Soudan est en train de mener des pourparlers. Vous avez le Koweït, le Bahreïn, les Émirats qui créent des partenariats et des passerelles diplomatiques. Le Oman et très vite, très bientôt, l'Arabie saoudite aussi. Bref, c'est un succès total de la diplomatie de Benjamin Netanyahou. Et là, évidemment, Israël profite évidemment de la situation. Moi, je serais quand même, pardon Thierry, je serais quand même un peu plus mesuré. C'est vrai qu'il y a de vrais succès diplomatiques actuellement qui profitent de la désunion, de la désagrégation d'une partie du monde arabe, mais Israël n'a pas résolu son problème existentiel. Et quand on écoute les experts israéliens qui sont très très présents sur ce dossier-là,
eh bien, l'ennemi iranien est toujours à leurs frontières, alors en Syrie, mais un peu plus loin, mais aussi bien au sud Liban qu'à Gaza, ils ont la menace directe de missiles de nouvelle génération. L'Iran est très présente au Liban, au sud Liban, et l'Iran n'a pas été frappé comme le souhaitait secrètement et même publiquement un certain nombre de responsables israéliens, n'a pas été frappé par l'administration Trump, frappé militairement, je veux dire. Et donc, c'est vrai qu'Israël marque des points en ce moment, progresse, essaie de profiter de la situation. Malgré tout, la menace existentielle reste encore très présente et pèse sur le petit État d'Israël. Alors, je voudrais qu'on passe aux questions plus religieuses, puisque le Moyen-Orient est un foyer de multiples religions. Mais très rapidement, Antoine, je voudrais rebondir, avant de passer aux religions, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Frédéric. Est-ce que l'arc chiite Sud-Liban, Syrie et Iran ne sort pas aujourd'hui très affaibli de tout ce qui s'est passé? C'est vrai, le croissant chiite est à la peine. Les sanctions américaines contre Téhéran sont extrêmement violentes et les Iraniens ont patienté en attendant l'arrivée d'un président démocrate à la Maison-Blanche. Mais les sanctions sont là et Biden ne va pas brutalement les supprimer du jour au lendemain. Donc, il va falloir négocier deux autres choses à côté du nucléaire, le balistique et l'ingérence régionale de l'Iran qui a créé son croissant chiite de la Caspienne à la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Iran est réellement aux abois sur le plan financier. Il est aux abois aussi sur le plan militaire. C'est vrai qu'il a des services de renseignement performants, qu'il y a des missiles performants, un programme nucléaire, je dirais, assez avancé, mais en même temps, combien d'échecs. Rappelez-vous, ce printemps, cet été, Natanz qui a explosé, des usines, des centrales industrielles qui ont explosé, des ports qui ont brûlé, qui ont été incendiés, l'assassinat la semaine dernière du père du programme nucléaire iranien. Donc l'Iran est dans une très très mauvaise passe et ce que Téhéran a fait pendant une décennie, notamment sous Obama, est en train d'être défait à la fin de ce règne de Donald Trump. Donc l'Iran est vraiment affaibli et attend impatiemment l'arrivée de Biden. Ils sont même divisés sur la réaction à avoir par rapport à l'assassinat de Zadeh de vendredi dernier. Le Parlement vote des réactions violentes alors que le gouvernement mise sur une réaction mesurée. Alors, je voudrais qu'on passe à un aspect plus religieux. Comme je le disais, les religions sont essentielles pour comprendre cette région. Peut-être une première question qui m'interpelle beaucoup. On a vu beaucoup de présidents démis en Tunisie, en Libye, au Yémen. Finalement, ce sont des laïcs qui ont été démis. Et puis, on a vu des pays où on a des souverains qui se revendiquent directement ou indirectement du prophète. Je pense au Maroc, je pense à la Jordanie. On pourrait dire qu'ils sont quasiment de droit divin. Comment comprendre qu'eux aient réussi à se maintenir? Quel est ce rapport à la religion? Est-ce qu'il y a quelque chose à y voir là? Qui veut répondre à cette question? Peut-être Olivier? Oui. Alors, je ne pense pas que le rapport à l'autorité politique soit nécessairement forcément religieuse. Il y a, depuis finalement quasiment le 8e siècle, il y a une espèce de principe qui est quasiment entré dans le droit musulman qui exige, face à l'injustice d'un prince, qui exige la soumission et l'obéissance. C'est-à-dire que face à un prince injuste, on doit prier et patienter. On n'est pas du tout comme dans le cadre occidental où un prince injuste exige une révolte, un soulèvement. Donc, et les hommes politiques, quels qu'ils soient, se sont toujours appuyés sur cette tradition de l'obéissance exigée vis-à-vis du pouvoir politique
pour en jouer sur ce principe religieux pour se faire obéir. Mais en réalité, lorsque la coupe est pleine, elle déborde, et on l'a vu au moment des printemps arabes. Le roi de Jordanie, le roi Abdallah, lui-même était en position extrêmement tendue, tout hachimite soit-il, tout héritier du prophète soit-il, parce que il a un énorme problème de cohésion sociale en raison de la très grande proportion de Palestiniens dans son pays. Sa femme elle-même est palestinienne, et le pouvoir repose évidemment sur le roi, repose sur l'armée et repose sur les tribus. Or, les grands clans tribaux jordaniens voient d'un très mauvais œil sa politique à l'égard des Palestiniens installés en Jordanie, et a eu énormément de mal vis-à-vis de son épouse, qui a trop montré, d'après eux, son attachement à la cause palestinienne. Donc, même la Jordanie était en position très fragile, à tel point qu'il y a un an, le roi de Jordanie a proposé des ouvertures relationnelles avec le Qatar et la Turquie. Et dans les mois qui ont suivi, les États-Unis leur ont imposé de déclarer les frères musulmans organisations terroristes. Donc, on a quand même des souverains, quelles que soient leurs origines mythiques ou légendaires ou religieuses, qui tentent de trouver des portes de sortie, quitte à ouvrir des voies avec le duo Qatar-Turquie, qui est quasiment un duo frères musulmans. Mais les Américains leur rappellent régulièrement qu'il y a des cartes qu'il ne faut pas jouer. Sur le Maroc, Thierry, un mot quand même. Le roi Mohamed VI bénéficie d'une double légitimité qui peut expliquer la stabilité de ce pays. Il est d'abord l'héritier d'une longue tradition historique. C'est une légitimité politique qui s'inscrit dans l'histoire. C'est la monarchie marocaine, chérifienne. Et puis, il est en même temps, ça c'est sur le plan politique, il est en même temps le commandeur des croyants, c'est-à-dire qu'il gère aussi l'aspect religieux du pays. Et donc, ça le rend peut-être doublement intouchable ou difficile à manœuvrer par ses opposants. Et il a eu aussi la grande habileté, non seulement de réformer son pays, hein, sur 10-15 ans, on note quand même un certain nombre de réformes profondes dans l'administration. Le Maroc a une administration forte, reconnue compétente, parfois très sévère. On l'a vu quand il s'est agi pour le roi Mohamed VI de traquer et d'éliminer les réseaux djihadistes ou terroristes sur son territoire. Mais il a aussi une façon très habile de gérer la politique. Alors même si aujourd'hui il est un peu loin, il est fatigué, on dit qu'il est malade, mais il y a eu des élections démocratiques au Maroc. Et le roi Mohamed VI a fait ce que d'autres souverains ou d'autres présidents n'auraient peut-être pas osé faire. Il a accepté que des islamistes arrivent au pouvoir. Et il a installé les islamistes au pouvoir tout en contrôlant ce qu'ils faisaient, notamment sur les atteintes aux droits de la femme, les réformes possibles sur la famille, sur l'éducation. Il a été extrêmement vigilant. Mais en même temps, il a laissé les islamistes gouverner, ce qui a sans doute satisfait une partie de l'opinion qui était derrière, de façon démocratique, derrière les islamistes. Donc cette légitimité, double légitimité et cette habileté ont assuré au Maroc une stabilité politique, sécuritaire exceptionnelle dans le concert des pays arabes. Monseigneur Najib, est-ce que vous êtes là? Je vous entends? Voilà, je voudrais vous passer la parole. Vous êtes l'archevêque de Mossoul, au cœur de la plaine de Ninive. Votre cœur de père, de responsable de cette église, a vu des milliers et des milliers de chrétiens souffrir. Est-ce que vous pouvez, pas que des chrétiens, il faut le rappeler aussi, hein, ça a été une souffrance partagée par toutes les communautés religieuses, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la réalité, de la souffrance de la communauté chrétienne en Irak actuellement? L'instabilité, comme vous le savez, toujours porte atteinte à la liberté de chaque individu et des communautés aussi, notamment les communautés les plus pauvres ou quelquefois les moins nombreuses. On peut voir les chrétiens aussi bien que les yézidis. Hein. Depuis 2003,
et particulièrement à l'arrivée de Daesh en 2014, ces minorités ont payé très cher, hein, qu'ils soient yézidis ou chrétiens ou mandéens ou sabaïens, ce qu'on les appelle. Toutes ces communautés, ils ont commencé à disparaître de peur et des massacres. Bien entendu, plusieurs centaines de chrétiens ont été massacrés avant Daesh, parce que Daesh n'est pas un extraterrestre qui est descendu du ciel, mais c'est une accumulation des groupes fanatiques qui sont épanouis, hein, et poussés rapidement après la chute de Saddam. Donc depuis 2004 particulier exactement, où j'étais à Mossoul lui-même, et j'ai commencé à voir combien de groupes fanatiques, fondamentalistes et intégristes qui commencent à kidnapper des chrétiens, tuer les yézidis, demander les rançons. Moi-même, dans notre église dominicaine à Mossoul, au cœur de Mossoul, il y avait une quinzaine de fois, ils ont mis des bombes, hein, qui sont explosées, cassé les vitraux, cassé les portes, les fenêtres, etc. Donc, et depuis 2004, jusqu'à l'arrivée de Daesh, il y avait 5 prêtres déjà massacrés. Et un évêque qui était kidnappé et massacré, torturé et jeté dans la poubelle hors de la ville. Et il y avait également des religieuses qui ont été kidnappées. Le problème aujourd'hui avec le printemps arabe, qui a soufflé effectivement un peu partout, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il a vraiment déstabilisé ces régions-là et il y avait beaucoup de communautarisme justement qui est poussé au-delà du droit de l'individu. Donc, le problème, quand vous parlez tout à l'heure, Frédéric et vous-même, donc beaucoup de gens aujourd'hui regardent la période royale et ils demandent s'il y avait un roi, ça serait été 1000 fois mieux. Au moins déjà à l'époque royale, le roi comptait sur les compétences des individus, des gens, au-delà de leur religion. Le premier ministre des Finances, c'était un juif à l'époque du roi. Il y avait plusieurs ministres des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient compétents. Et tout marchait bien et personne ne pensait vraiment du mal les uns aux autres. Moi-même, pendant plusieurs années, ou à Mossoul, durant l'armée également, parce qu'on fait le service militaire après nos études, on est obligé de côtoyer tout le monde et personne ne savait qui est chrétien, qui est musulman, qui est chiite, qui est yézidi ou qui est sabéen. Tout le monde vivait ensemble. Donc c'est après justement avoir côtoyé ces groupes fanatiques qui sont venus d'ailleurs, hein, notamment comme il y avait Al-Qaïda et autres, qui ont semé, hein, la zizanie, si on peut dire, entre les communautés. Et ils commencent à sentir, ah, je suis chiite, l'autre est sunnite, donc on est ennemis. Or, en réalité, terre à terre, c'est pas ça. La population irakienne, y compris du Moyen-Orient, sont très bons, mais les politiciens sont pas bons. Les gouvernements sont de plus en plus corrompus. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le pire des maux, c'est la corruption. Encore pire que le coronavirus, hein, Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus travailler. Les gouvernements eux-mêmes, les responsables dans le gouvernement, c'est eux qui sèment justement ce désordre entre la population. Et c'est pourquoi aujourd'hui à Mossoul, vraiment, il y a des groupes musulmans qui travaillent avec les peu de chrétiens qui restent pour rebâtir. Dans mon diocèse, 14 églises complètement détruites, 4 monastères dont certains remontent au 3e et 4e siècle, complètement détruits et rasés, ainsi des mosquées, hein, aussi des mausolées, des yézidis. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un souffle positif et tout à fait bon, hein, qui commence à souffler à Mossoul, notamment pour commencer à bâtir. Imaginez un des amis musulmans qui travaille dans un groupe, il dit, Monseigneur, j'ai un seul souhait que je voudrais vous demander. Je dis, c'est quoi? Il dit que je sonne la première cloche à Mossoul si vous rentrez à Mossoul. Et Alors c'est très justement, beau. Monseigneur, vous parlez de tous ces bâtiments religieux qui ont été détruits. Je vous propose qu'on regarde un petit film de 2 minutes. C'est le journaliste Pascal Maquiessan
qui nous parle de la réalité de cette destruction d'édifices religieux. Je confirme en effet que 100% du patrimoine chrétien dans la plaine de Ninive et à Mossoul a été profané, vandalisé, pillé, parfois détruit. En tous les cas, 100% de ce patrimoine a été atteint par Daesh, ce qui a causé des dommages patrimoniaux absolument considérables, notamment à Mossoul, où du fait de Daesh, mais aussi du fait des bombardements de la coalition internationale, le patrimoine chrétien du vieux Mossoul a été particulièrement détruit. Dans la plaine de Ninive, c'est un petit peu différent, ça dépend des monuments, mais en tous les cas, un grand nombre de monuments ont par exemple connu des actes de vandalisme considérables. On a pu retrouver aussi dans les églises des ateliers de fabrication de bombes. Enfin voilà, ce sont quand même des traumatismes qui ont profondément affecté ces communautés. Alors dans ce contexte-là, le retour des communautés est particulièrement difficile. On peut dire qu'à ce jour, dans la plaine de Ninive, un tiers des chrétiens est revenu, un tiers reste toujours déplacé à l'intérieur de l'Irak, dans la zone du Kurdistan, et un tiers s'est expatrié. Le retour des communautés chrétiennes est quand même largement conditionné à la sécurité, la stabilité économique, mais aussi à la reconstruction du patrimoine, tant et si bien que les communautés elles-mêmes ont pris en charge la rénovation et la restauration de leur patrimoine. Et dans les églises qui ont été atteintes par Daesh, eh bien, souvent on trouve des petits mémoriaux qui font mémoire de cette page sombre de leur histoire. À Mossoul, c'est plus compliqué, puisqu'il y avait des dizaines de milliers de chrétiens avant la chute de Saddam Hussein en 2003, ils sont presque tous partis entre 2003 et 2014, avant même l'arrivée de Daesh, en raison de la présence d'Al-Qaïda et des persécutions subies. Alors, évidemment, sous Al-Qaïda, les derniers chrétiens de Mossoul sont partis, mais ils sont revenus en tout petit groupe. On peut dire qu'à ce jour, une cinquantaine de familles est revenue à Mossoul et que le retour des communautés de Mossoul est largement conditionné par les restaurations patrimoniales. Alors, ces restaurations patrimoniales sont à l'œuvre avec l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales. Je voudrais citer par exemple la Fondation Saint-Irénée, l'Œuvre d'Orient, Fraternité en Irak, mais aussi la Fondation Alif, qui dans la plaine de Ninive et à Mossoul investissent des sommes importantes pour reconstruire les églises, les presbytères, les monastères, enfin tous les édifices qui permettent de faciliter le retour des communautés et de faciliter leur réimplantation. Alors, Monseigneur Najib, vous êtes sensible à la culture comme socle d'une communauté, d'une civilisation. Vous avez sauvé des milliers de manuscrits. Et évidemment, reconstruire ce patrimoine est important, mais j'ai envie plus de m'attarder et de vous interroger sur reconstruire la communauté. Quand les chrétiens de votre diocèse ont dû fuir, ont vu des membres de leur famille torturés, mis à mort, quand certains ont fui et le lendemain ils voient leurs voisins occuper leur propre maison, comment sur ce terreau de violence, vous qui êtes pasteur, on arrive à reconstruire, à rebâtir une communauté chrétienne, à rétablir la confiance avec les autres communautés, notamment la communauté musulmane? En fait, la confiance est un élément primordial pour bâtir l'avenir. Et vivre le présent aujourd'hui, c'est détraumatiser ces gens-là qui ont été traumatisés justement par la violence, et notamment les enfants. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui ont peur de rentrer parce qu'ils ont vu leur papa massacré, mourir et même torturé devant leurs yeux. Et en quittant Mossoul, justement, avec le peu de choses qu'ils avaient sur soi, ils étaient traumatisés. Quand ils voyaient que Daesh a donné un ultimatum pour tous les chrétiens à Mossoul le 19 juillet 2014, ou bien se convertir à l'islam, ou bien partir, ou bien mourir. Donc tout le monde a choisi effectivement de quitter. Mais en quittant justement, ils ont tout pillé et même torturé. Donc ce traumatisme est là encore toujours. C'est pourquoi il y a comme disait Pascal, justement, il y a une cinquantaine ou soixantaine de familles à peine qui sont rentrées, mais la majeure partie des chrétiens sont autour de Mossoul.
dans la plaine de Ninive, notamment à Karakosh, à Karamles, Bartella, Al-Kosh, Tel Kef. Donc, tous ces villages, et toutes ces, je peux dire même villes, parce il y en a beaucoup de chrétiens à l'intérieur de ces villes qui sont retournés. Et la majeure partie des chrétiens aujourd'hui sont centrés ou concentrés à Erbil, dans le Kurdistan, où, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la seule région où il y a la paix, où on peut vivre la paix. Et on me demande pourquoi il n'y a que là la paix. Je dis parce qu'il y a un gouvernement qui gouverne avec un bras de fer. Hein. Donc, très souvent, on dit que la démocratie ne marche pas dans les pays arabes. Il nous faut un leader qui soit juste, qui ne soit pas un dictateur, mais qui soit un leader, un père, mais en même temps un bras de fer et fort. Et comme ça, toutes les communautés pourraient s'épanouir. Aujourd'hui, on a commencé déjà, grâce à beaucoup d'associations, notamment l'Ordre d'Orient et d'autres, qui commencent, et Saint-Irénée, puis Fraternité, qui commencent à nous aider à Mossoul même pour travailler et rebâtir. Et nous comptons beaucoup sur ces organismes, mais malheureusement, le gouvernement est corrompu. Et c'est pourquoi je demande, il ne faut jamais aider les gouvernements pour rebâtir le pays. Parce que il faut diriger les travaux directement et donner l'argent, justement, dans les bonnes mains pour bâtir et non pas dans les grosses poches. Et aujourd'hui, effectivement, la population est bonne. Il y a beaucoup d'espoir à Mossoul. Et moi-même, je me balade très souvent dans les ruelles et beaucoup de musulmans, des enfants qui nous disent « Revenez, mon Seigneur, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas une chambre à Mossoul. » Tout est détruit. Vraiment, j'habite à une vingtaine de kilomètres à côté de Mossoul, à Karamles, et je fais l'aller-retour à Mossoul. Pourquoi? Parce que tout est encore détruit et il y a encore beaucoup de cadavres dans les décombres, qu'ils soient des églises ou qu'ils soient dans les bâtiments, surtout sur la rive droite. Donc aujourd'hui, pour bâtir, il faut vraiment avoir la liberté d'agir, de penser et ne pas permettre justement au fanatisme ou des fondamentalistes, surtout des gens qui portent encore l'esprit de Daesh, parce que Daesh n'est plus là physiquement, mais l'esprit de Daesh, je vous assure, existe encore dans la tête de beaucoup de gens et qui agissent, qu'ils soient dans les universités, dans les écoles, et justement la prédication dans les discours, justement, qui soient fanatiques, ça n'aide pas la population à s'épanouir. Donc aujourd'hui, on travaille ensemble, les jeunes musulmans, les jeunes chrétiens, tous ensemble, avec les idées mêmes, pour détraumatiser les enfants et la jeunesse pour bâtir un avenir meilleur. Alors, nous arrivons au terme de cette conférence débat. J'ai envie de vous interpeller, peut-être Frédéric, Olivier et Antoine, en rebondissant sur les propos de Monseigneur Najib. Un pays comme la Syrie ou l'Irak était réputé pour ce savoir-vivre ensemble, où les communautés vivaient paisiblement ensemble. Est-ce que finalement, la grande fracture de ces printemps arabes, ce n'est pas d'avoir séparé ces communautés, peut-être pour très longtemps, et rendre le ciment national politique très compliqué pour l'avenir? Peut-être Frédéric, pour commencer, ou Olivier? Oui, enfin, moi, je veux bien commencer. Alors, je comprends bien ce que tu veux dire, Thierry, mais il faut être réaliste. Les fractures existaient avant ces fameux printemps arabes, ça existait avant 2011. Il y a eu des guerres terribles entre les différentes communautés, pas seulement entre musulmans et chrétiens, mais entre sunnites et chiites. Ça remonte à très, très, très loin. Et les printemps arabes, pour ça, n'ont fait que poursuivre, parfois accentuer ce qui s'est passé. Moi, s'il fallait résumer un peu ces 10 années qui viennent de s'écouler, mais ça pourrait être vrai sur les 10 années ou les 40 années précédentes, je ferai un point fixe avec un mot, un seul mot, c'est l'attente. Ce qui me frappe dans tous ces pays arabes, c'est l'attente des populations. Alors, dans le registre spirituel, c'est l'attente du Messie ou du Mahdi, et pour certains,
le Mahdi. Enfin, ça prend des proportions radicales et ça va jusqu'au terrorisme, une exacerbation des sentiments religieux, des pratiques spirituelles qui vont jusqu'à ce qu'on connaît, c'est Daesh et tout ça. Donc ça, c'est l'attente de l'au-delà. Plus simplement sur le plan matériel, c'est l'attente des jours meilleurs. Et là, alors, on ne peut pas passer en revue tous les pays, mais par exemple, je me suis amusé à regarder, à lister quelques pays. En Algérie, je commence par l'Algérie. En Algérie, c'est l'attente du changement et l'attente du président. Après Bouteflika, on pensait que les choses allaient s'améliorer. À nouveau, ils ont un président malade qui est soigné en Allemagne. On attend le président. Et donc, le Covid a un peu gelé la contestation en Algérie. Mais croyez-moi, ça va repartir très vite dès que le Covid va s'éloigner lui-même. On a la Tunisie. En Tunisie, ils attendent les touristes. En Libye, alors en Libye, évidemment, ils attendent la paix, mais selon les camps, on attend l'argent et les armes de la Turquie, et dans l'autre camp, on attend l'argent et les armes de l'Amérique ou des Occidentaux. En Égypte, eh bien, en Égypte, on attend l'argent des Saoudiens. Au Liban, notre cher Liban, eh bien, dans ce pays, on attend évidemment un changement de gouvernement ou un gouvernement digne de ce nom. On attend que la révolution lancée en octobre 2019 aille à son terme, et c'est-à-dire un grand changement qui mettrait fin à cette corruption endémique dont parle le père, le monseigneur Najib. Autrement, en Syrie, on attend la paix, évidemment, on attend un changement peut-être de leadership, de chef, après Bachar el-Assad. Et puis ailleurs, partout, on attend pour les pays sunnites du Golfe, on attend une frappe américaine sur l'Iran. Partout, on attend des lendemains meilleurs, on attend la dignité, ce que disait monseigneur Najib. Et pour terminer, on attend tout simplement de la sécurité, peut-être une certaine fraternité, ce qui a manqué là, toutes ces dernières années, et un peu de liberté. C'est un cocktail qui fait que toutes ces populations sont insatisfaites, dans une situation inconfortable et dans un état de grande instabilité qui augure mal de l'avenir. Olivier Anne, pour dernier mot, votre analyse sur ce que vient de dire Frédéric. Je rajouterai juste malheureusement un point de focalisation qui n'est pas non plus très, très enthousiasmant, c'est que la situation de l'Arabie saoudite est quand même assez inquiétante. C'est un pays qui figure malheureusement sur la liste des déstabilisations à venir, notamment dans le sud du pays, dans la région du Rassir, qui est une région problématique. Dans la région proche du Golfe, le Hassa, où il y a des mouvements, non pas de révolte, mais de plainte vis-à-vis du gouvernement. Il y a des fractures sociales, des fractures générationnelles qui sont en train de grandir en Arabie saoudite. Et ce pays n'a pas encore connu, depuis sa naissance en 1932, n'a pas encore connu de grandes fractures majeures en interne. Malheureusement, le cocktail social, économique et géographique en Arabie saoudite est extrêmement négatif pour les années qui viennent. Il est clair que si ce pays venait à se fragmenter, on a encore des années terribles devant nous. Antoine Basbous, votre analyse sur… Moi, je dirais que nous sommes en face de pays du tiers-monde et dans lesquels l'analphabétisation est très élevée. Quand vous avez entre 40 et 50% des populations dans un pays comme l'Égypte qui sont analphabètes, il y a un mufti qui vient et qui dit aux électeurs, parce qu'il y a des élections en Égypte tout à fait mauvaises, mais il y en a, eh bien, il leur dit, si vous votez pour tel candidat, vous allez au paradis, et pour tel autre, vous allez en enfer. Et comme ça, avec une distribution d'un panier alimentaire, vous avez toute une famille, toute une tribu, tout un village qui va voter pour vous. Donc, vous voyez, la religion est instrumentalisée autant par l'opposition que par les gouvernements. Donc, et dans ce cadre-là, je suis sceptique sur l'avenir des chrétiens. Quand je vois la violence qui s'exerce entre chiites eux-mêmes, entre sunnites et chiites, regardez Daesh et avant Daesh, Al-Qaïda, comment ils ont sévi contre des sunnites comme eux. Regardez dans l'Irak d'aujourd'hui qu'il
il y a beaucoup de conflits et de violences entre les factions chiites. Donc, vous voyez, dans ce cadre-là, si les musulmans s'entretuent à ce point avec autant de violence, eh bien, l'avenir des chrétiens en Orient n'est pas du tout garanti. Monseigneur Najib, je vous laisse le mot de la fin en quelques mots. Quelle est votre espérance? En tout cas, l'espérance, moi je dis, il y aura toujours de l'avenir pour les chrétiens en Orient et pour les minorités tant qu'il y a des bonnes volontés. Tout à fait. Parce que M. Baspous a raison, absolument. Si on les lâche, ils vont tomber. Moi, je suis certain que l'Europe ne lâchera jamais les petites communautés, qu'elles soient chrétiennes ou yézidis ou autres. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une solidarité internationale, le Moyen-Orient sera vraiment en feu et ce sera un bain de sang, malheureusement. Et le Liban, personne ne pensait qu'il allait arriver jusque-là. Le 4 août, cette explosion qui nous a déchiré le cœur. Et aujourd'hui, effectivement, le Liban, c'était un symbole pour les pays arabes où il y avait la liberté, même la liberté de religion. Aujourd'hui, par exemple, les mariages, etc. Et pourquoi ne pas répandre justement un esprit positif dans les pays arabes? Elle ne peut plus penser et parler de religion, parler de l'humanité, parler d'un être humain aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains avant qu'on soit religieux ou religion. C'est pourquoi aujourd'hui, nos gouvernements, vraiment, je les invite à chercher à être vraiment, donner la dignité pour les personnes et avoir un pays de droit et non pas des tribus ou des clans. Aujourd'hui, toujours la majorité écrase les minorités. Et quand on dit la religion de l'État et l'islam, par exemple, l'État n'a pas de religion. Il faut donner la religion, la place à tout le monde. Quand il y a le mot, on marque la religion dans la carte d'identité, il faut enlever tout cela pour la citoyenneté aujourd'hui, le droit du citoyen. Et c'est pourquoi j'invite vraiment, et j'ai vécu pas mal en France, comme tout le monde le sait, j'espère que l'Europe aussi nous vend, aussi bien quand ils commencent à vendre justement des armes, il faut qu'ils nous vendent des valeurs, qu'ils nous apprennent justement, ou même obliger le gouvernement à vivre cette égalité, liberté et fraternité entre les peuples et aider ces peuples-là du Moyen-Orient à s'épanouir. Ils sont riches en pétrole, certainement, mais nous sommes encore plus riches en esprit et en invention et en modernité, si on peut, mais personne ne nous laisse à réagir. Et moi, je suis tout à fait optimiste pour l'avenir. Il y aura toujours la paix, et le dernier mot, ce sera pour la paix et non pas pour l'épée. Merci, Monseigneur, pour ces paroles. Espérons que la France aura encore quelques valeurs à partager avec le Proche-Orient. Cette conférence débat arrive à sa fin. Je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez le faire en bas avec le petit module questions-réponses. Alors, il y a une première question de Bernard Ayré. Comment imaginez-vous ce monde arabe dans 10 ans? Alors, si l'un d'entre vous veut répondre à cette question dans un temps assez maîtrisé pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Alors, oui, alors, c'est un peu difficile évidemment de répondre à une question si vaste, ne serait-ce que pour l'Irak, toutes les causalités, tous les facteurs qui ont fait naître Daesh sont encore réunis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison objective ou rationnelle pour imaginer que dans 10 ans, il n'y ait pas un organisme, il n'y ait pas un élément de révolte qui renaisse sur les mêmes causalités qui ont fait naître Daesh. Donc, concernant l'Irak, sur une anticipation de 10 ans, en tout cas, l'Irak de la partie centrale, c'est un peu compliqué de voir quelque chose de positif. Ce qui jouera de toute évidence dans 10 ans, comme aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, quand bien même la Russie est très présente, c'est encore eux qui sont omniprésents sur le plan militaire, c'est eux qui donnent l'argent, c'est eux qui donnent l'argent à Israël, à l'Égypte, à la Jordanie. La Jordanie, il y a 30% de son budget qui vient des États-Unis. Quand bien même les Russes ont pris des positions, les États-Unis restent le grand acteur majeur.
et il est clair qu'ils ont l'une des clés principales à jouer pour les 10 années qui viennent. Alors, une question de Jean-Guy. Vous n'avez pas parlé du pétrole. N'est-ce pas une des clés majeures de compréhension de ce qui se passe depuis 10 ans? Frédéric, peut-être? Oui, là encore, depuis 10 ans, depuis le début du XXe siècle au moins, le pétrole est devenu un facteur majeur de la géopolitique de cette région ou de ces régions. Alors, ce qui est vrai, c'est encore plus aujourd'hui, ou en tout cas c'est depuis ces dernières années, notamment en Méditerranée orientale, avec la découverte de probables gisements de gaz et de pétrole qui peuvent être énormes. Alors l'autre jour, dans le débat sur le Liban, j'ai été trop optimiste. On m'a fait remarquer que c'est vrai que le Liban croit beaucoup à ses réserves pétrolières enfouies au large de Batroun et des côtes libanaises. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Donc c'est un espoir, c'est un trésor un peu miraculeux qui est sous les eaux, mais les experts ne sont pas du tout sûrs que le Liban pourra trouver et exploiter l'intérêt. Mais ce qui est marquant quand même, c'est que à l'heure actuelle, on voit monter des tensions liées à ces ressources pétrolières et gazières entre des puissances qui sont armées pour soit défendre ces richesses, soit pour les conquérir, avec l'exemple de la Turquie qui a multiplié les gestes martiaux ou peut-être belliqueux parfois en direction d'autres partenaires parce qu'il y a un gâteau à se partager au large de la Libye, au large d'Israël, de la Syrie, de Chypre et de la Grèce. Et la Turquie est très, très mal servie. Et l'ambition géopolitique de Erdogan s'exerce, on l'a vu au Caucase avec l'affaire de la guerre du Karabakh, mais elle s'exerce aussi en Méditerranée orientale. Il est très probable que cette course à la richesse des hydrocarbures encouragera des gestes géopolitiques qui pourront conduire à des affrontements dans les années qui viennent. Donc le pétrole, oui, reste un enjeu majeur. Et de la même façon, ce qui est peut-être sans doute plus connu dans le Golfe, le partage du gaz et du pétrole dans le Golfe entre l'Iran et les différentes pétromonarchies qui se font face sera ou est en permanence un souci pour la sécurité et la stabilité de cette région. Alors, je rajouterais aussi que depuis quand même 6-7 ans, la question pétrolière a été légèrement atténuée par rapport aux 70 ans précédents, notamment parce que les Américains sont redevenus exportateurs de pétrole, notamment parce qu'ils ont en masse le gaz de schiste et ils ont quand même moins besoin, ils font moins pression sur les prix pétroliers qu'auparavant, à tel point que l'Arabie saoudite est obligée de baisser les prix du pétrole, ce qui quand même aussi permet de fragiliser la position russe. Donc on fait baisser les prix du pétrole et vous avez sans doute vu qu'à l'été dernier, pendant l'espace de 4 jours, le pétrole se vendait à perte, ce qui est quand même sidérant. Donc oui, ça reste une clé, hein, vous avez tout à fait raison, monsieur, de le souligner, mais il y a une multitude d'autres clés qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de complexifier. Et d'ailleurs, finalement, ces printemps arabes, même si la crise économique avait été un des moteurs de leur déclenchement, ce n'est pas d'abord une crise pour le pétrole. La guerre en Syrie n'est pas d'abord une guerre pour les pipelines, hein, contrairement à ce qu'avait dit M. Mélenchon. Voilà, pour M. Mélenchon, les pipelines, c'est la seule raison pour la guerre en Syrie. Oui, il y a toujours un côté économique. Mais là, pour le coup, la question pétrolière était quand même un peu secondaire. Thierry, moi j'aimerais rajouter une chose, c'est que, évidemment, c'est important, je partage le point de vue d'Olivier Vianne, c'est devenu un peu secondaire. Ce qui est majeur pour les 10 ans qui viennent pour tous ces pays, c'est l'incapacité des gouvernements dictatoriaux, laïcs ou religieux, peu importe, de rassurer les populations, de développer les économies, d'assurer les minima sociaux et la dignité. Et avec la démographie galopante d'un certain nombre de ces pays et l'incapacité de travailler, de se nourrir, une des vraies menaces, en tout cas pour nous Européens, ça va être ces mouvements migratoires majeurs dont on n'a vu que le début.
Et tout à l'heure, je disais l'incroyable attente dans tous ces pays. Dans un certain nombre de ces pays, on attend aussi et surtout une chose, ce sont des visas. Et des visas notamment pour l'Europe. Et dans certains pays francophones, les visas pour la France. Et donc, cette tension très forte qui est en train de monter, on en a vu que le début, ça va être majeur pour la stabilité de ces pays arabes. Une question de Gaspose. Quel avenir pour le Kurdistan irakien? Quel devenir pour les femmes et les enfants yézidis? La question a disparu. Elle est passée où? Elle est passée là. Quel devenir pour les femmes et les enfants yézidis qui furent otages de Daesh? Monseigneur. Je peux répondre probablement, si Oui, vous m'entendez. Oui. Oui, en tout cas, les Yézidis souffrent toujours. Les génocides, 72 génocides qui ont été commis contre cette communauté, la plus ancienne en Irak, justement, et qu'on les traite très mal. Aujourd'hui, il y a plus que 2000 à 3000 encore disparus, des femmes et des enfants. Et beaucoup d'entre elles également sont encore esclaves, on ne sait pas où, dans des pays arabes ou ailleurs, ou emportées à l'étranger, on ne sait pas. Donc ce traumatisme, justement, fait peur à toutes les autres communautés. Donc dans le Kurdistan aujourd'hui, je crois que c'est un exemple pour le reste de l'Irak, mais à condition qu'il puisse lui-même, aussi le Kurdistan, honorer ses responsabilités par rapport à la population. Par exemple, tout ce qui touche un peu la dignité des gens, leur salaire, penser à leur vie. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille main dans la main, que ce soit le gouvernement central avec le gouvernement du Kurdistan, qui travaillent ensemble, non pas pour des biens personnels ou communautaires, mais pour le bien de tous. Et aujourd'hui, effectivement, ce que je demande et je souhaite que nos voisins cessent d'intervenir dans notre pays et ne plus chercher à partager le gâteau, hein, qui est vraiment maîtrisé par l'Amérique certainement, mais aussi par les pays voisins. Déjà, l'islam demande justement à faire attention aux voisins, mais normalement, ni les uns ni les autres font attention à nous. Donc aujourd'hui, c'est important, à mon avis, de travailler qu'on collabore ensemble pour le bien de la région, pour bâtir la région ensemble. Et effectivement, à ne plus penser à toutes ces frontières qui nous séparent. Penser à comment on peut visiter les uns des autres, et vous aurez déjà en Europe beaucoup moins d'immigrés s'il y a une stabilité à l'intérieur. Et moi, je suis certain, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'immigrés à l'étranger vont rentrer chez eux s'il y a une stabilité, ils ont un travail et ils vivent la dignité. Merci, Monseigneur, pour ces paroles d'espérance. Notre conférence débat touche à sa fin. Nous avons un peu dépassé l'heure. Le sujet est tellement vaste et passionnant. Je voudrais vous remercier, chacun d'entre vous. Antoine Basbous, merci de nous avoir apporté votre éclairage, votre connaissance de tous ces pays. Et puis peut-être à très bientôt. Merci, Antoine. Je vous en prie. Merci et bonne soirée à tout le monde. Olivier Anne, merci également de votre présence, de nous avoir apporté votre expertise, notamment sur l'islam. C'était un plaisir de vous avoir. Je sais que vous accompagnez avec Ictus Voyage au mois d'avril un voyage pour la revue Conflit en Sicile. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous connaissez Olivier, remarquable orateur et conférencier, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas, Olivier. Merci, au revoir. Frédéric Ponce, merci beaucoup de ta présence. On se connaît depuis longtemps avec Frédéric, donc merci aussi de ton amitié. Je sais que tu parcours sans arrêt tous ces pays que tu connais, que tu aimes dans ta chair presque. Et merci de ton expertise. J'espère bien que les voyages pourront reprendre en 2021. Et j'invite nos spectateurs à s'inscrire au voyage d'Ictus pour aller sur ces terres difficiles mais passionnantes. Et à l'occasion de vos précédents voyages, nous avions rencontré Monseigneur Najib, notamment à Erbil. Et je terminerai en disant que une des personnalités les plus fortes qui m'est marquée dans tous ces voyages, c'est Monseigneur, je dis le Père Najib, Monseigneur Najib. Je l'ai vu, c'est un homme courageux. Je l'ai vu dans des conditions d'inconfort total,
après l'invasion de Daesh, de la plaine de Ninive, et je l'ai vu bâtir un centre qui m'a frappé. Et quand je l'écoute parler ce soir, j'ai ce mot qui revient, qui sonne comme une petite cloche dans ma tête, c'est le mot Amal, espoir. Et Monseigneur, cette visite de votre centre Amal à Erbil, ça reste un moment très fort de tous les reportages et voyages que j'ai pu faire dans le monde. Et je suis très heureux ce soir d'avoir pu vous revoir et j'espère bien aller avec vous dans la plaine de Ninive prochainement. Mais je vous encourage à être très prudent, Monseigneur. Merci Frédéric. Oui, c'était un très beau voyage dans le Kurdistan irakien en 2017. Merci, organisé avec Ictus Voyage. Merci, Monseigneur Najib, de votre présence. Je le disais au début et je le redis à la fin, nous sommes très honorés de votre témoignage, de nous avoir partagé ce qui est votre quotidien. J'ai envie de vous dire, nous vous portons dans nos prières. Très concrètement également, vous qui nous regardez, si vous souhaitez aider, vous savez qu'à travers l'œuvre d'Orient, l'AED, Fraternité en Irak, vous pouvez soutenir concrètement ces hommes et ces femmes qui luttent pour rester sur leur terre. Un grand merci, Monseigneur Najib, de votre présence. Un grand merci, Thierry. Un grand merci pour vous et merci aussi pour Frédéric pour ces jolis mots. Effectivement, on a beaucoup d'amal pour l'avenir, beaucoup d'espoir et vous êtes très, très bienvenus tous qui vous nous entendez, vous nous voyez d'une manière ou d'une autre. Venez au Kurdistan et en Irak un jour, j'espère, pour faire des très bons voyages parce qu'il y a des belles choses à voir dans le Kurdistan et dans le reste d'Irak. Merci. Merci, Monseigneur Najib. Alors, peut-être pas l'an prochain à Jérusalem, mais peut-être l'an prochain à Mossoul. Espérons. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci en tout cas de nous avoir suivis en direct pour cette conférence débat sur le monde arabe. Alors, comme vous le savez, nos programmations continuent. Dès la semaine prochaine, vous allez voir ceci s'afficher sur l'écran. Dès demain, vous avez une conférence débat sur la Syrie. Quel avenir pour la Syrie? Avec Monseigneur Jean-Clément Jambard, qui est le métropolite d'Alep. Nous aurons Frédéric Pichon, un analyste spécialiste de la Syrie, et puis Pierre Sabatier-Gara, qui est le président de l'œuvre d'Orient. Je vous propose, restez avec nous encore 30 secondes, je vous propose de regarder le teaser de la conférence de demain. Voilà, donc c'est demain 20h45. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Également, la semaine prochaine, 10 décembre, 20h45, Renaissance de la Russie, pardon, point d'interrogation, conférence débat avec Frédéric Pons. Nous aurons également la présence du père Serge Sologub, qui est prêtre orthodoxe d'origine russe, et puis Xavier Moreau, qui est un entrepreneur, chef d'entreprise qui vit en Russie. Nous avons également des soirées, ça va s'afficher, des soirées que nous avons appelées Art et Bible. Nous avions hier la première séance de notre parcours biblique sur l'Exode et vous avez les séances suivantes le 8, 15 et 22 décembre avec Martine et Nao. Un parcours artistique et iconographique, parcours de la Nativité, le 7 décembre avec Paul Guillon et le 17 décembre avec Christian Monjou. Enfin, un itinéraire de Noël avec François Mollier, que beaucoup de nos voyageurs connaissent, qui accompagne de nombreuses marches en Israël depuis plus de 15 ans. Et il nous conduira sur l'itinéraire de Noël depuis Nazareth, Bethléem, jusqu'à la fuite en Égypte. N'oubliez pas que pour chaque soirée organisée, nous reversons 10% du prix du billet à des associations, l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient, Achalayam, le diocèse d'Alep, l'hôpital de Bethléem, Fratello, Ma Chance, moi aussi. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur www.ictusvoyage.com, sur l'onglet soirée confinement. Un grand merci de nous avoir suivis encore nombreux ce soir en direct. J'espère que vous avez été, comme nous, passionnés par ce sujet.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.